Bonsoir et bienvenue dans Forum. Birahim Kamara est notre invité. Birahim, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez le secrétaire général de la coordination PS de France. Quel poste vous manque-t-il? Non, jusqu'à ce que je sache, jusqu'ici, je crois que je n'ai pas de successeur. Je suis le secrétaire général sortant et candidat à ma propre succession. On me taxera d'ancien secrétaire général le jour où j'aurai un successeur. Mais pour le moment, je crois que c'est la marche du parti qui a voulu qu'on mette une coordination, un coordinateur pour piloter les opérations de renouvellement des instances du parti en France. Donc ça ne me manque pas parce que je suis en plein dedans. Dans ma peau, je pense que jusqu'ici, je suis le secrétaire général et je vois au chapitre sur toutes les questions relatives à la vie interne du parti comme à la vie nationale. Bien entendu, dans le cadre des textes du parti, il y a ce qu'on appelle la circulaire du 2 février 2005 du secrétaire général. Cette circulaire est relative au processus de renouvellement. Donc, et nous sommes en plein dedans. C'est vrai que ça a été très difficile. C'est difficile, comme dans toutes les formations politiques. Mais le PS étant un espace de démocratie, toutes les intelligences, les énergies participent activement et au même pied d'égalité à la recherche de solutions, soit statutaires, soit réglementaires, ou par consensus. Je crois que c'est ça qui est important, c'est ça qui différencie le PS des autres formations politiques. D'accord, on reviendra sur la situation au PS en France ici. D'abord, question d'actualité, Moubarak est parti, chassé par la rue. Vous êtes sous coup d'état civil? Personnellement, je crois qu'il faudrait qu'on fasse une lecture beaucoup plus attentive. Les réalités dans les pays du Moyen-Orient, dans les pays du Maghreb, souvent dans les pays arabes, ne sont pas les nôtres. Ce qui s'est passé en Égypte était attendu. Quand on voit la paupérisation de l'écrasante majorité des 83 millions d'Égyptiens, on devait s'attendre à cela. D'un côté, de l'autre côté, il y a une opulence qui n'est réservée qu'au cercle présidentiel. Effectivement, le fossé s'est creusé entre le pouvoir politique et le peuple détenteur de sa souveraineté. Ne pouvant pas l'exprimer de manière démocratique claire, le peuple a choisi la rue. Et je crois que ce principe-là aussi, il faut rendre hommage au peuple égyptien qui a pris son destin en main sans qu'il y ait... bon, il y a eu des effusions de sang, mais on a vu hier quand même le président Moubarak est parti sans aucune goutte de sang versée sur la terre égyptienne. Je crois que c'est une leçon que nous devons tous retenir. Ce qui s'est passé dans les pays arabes, comme par le passé, avec des monarchies, avec des dynasties, ce ne sera plus possible. Que ce soit en Égypte, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Algérie et même la Libye. Un jour viendra où le peuple dira « Je veux ma liberté, je veux mon expression, que mon expression soit respectée. » Et cela, ce jour-là, nous ne ferons qu'applaudir. Parce qu'un peuple qui n'est pas souverain, qui n'a pas son destin en main, n'est pas un peuple libre. Donc, ce qui s'est passé en Égypte, pour vous, ça ne peut pas se passer au Sénégal? Je ne dis pas que ça ne peut pas se passer au Sénégal. Je ne dis pas. Compte tenu de la conjoncture économique et sociale actuelle, je ne donnerai pas ma langue au chat. Par contre, je ne souhaite pas qu'il y ait des soulèvements, des révoltes de cette nature chez nous, parce que nous avons une tradition démocratique. Nous avons eu le professeur Senghor qui a été élu démocratiquement, Abdou Diouf a été élu démocratiquement, Maître Abdoulaye Wade est élu démocratiquement. Nous souhaitons, en tout cas personnellement, je souhaite que cette culture démocratique s'approfondisse, aille de l'avant. C'est celle qui est conforme à nos réalités, à notre culture, à nos valeurs que nous attachons à la République. Bien entendu, je ne donnerai pas ma langue au chat, parce qu'aujourd'hui, les Sénégalais des villes comme des campagnes ne mangent pas à sa faim. La santé est malade elle-même. L'école, on n'en parle pas. Rien ne va, en tout cas,
pour le mieux au Sénégal. Oui, mais certains pensent que d'abord, si rien ne va, c'est parce que nous avons un président roi. La Constitution lui a donné tous les pouvoirs. Alors, pour inverser la tendance, il faudrait peut-être un régime parlementaire. Est-ce que c'est votre avis? Que Abdoulaye Wade soit taxé de président roi, c'est une réalité. Mais de là à dire qu'il faut impérativement instaurer un régime parlementaire, moi, j'ai émis des réserves que je maintiens à ce jour. Et quelles sont ces réserves? Les réserves, c'est qu'un régime parlementaire, cela suppose que pratiquement tous les pouvoirs de l'exécutif soient transférés quasiment au niveau du Parlement. Je consens que les pouvoirs du Parlement soient renforcés pour qu'ils puissent mieux contrôler l'action gouvernementale, mais de là à donner le destin de l'exécutif entre les mains du Parlement, je ne suis pas d'accord. Et surtout, il y a dans certains régimes parlementaires, comme en Italie, par exemple, comme en Israël, par exemple, il y a l'instabilité politique. Alors, cette instabilité-là, non. Moi, je suis pour le partage équitable des pouvoirs, la séparation des pouvoirs, certes, mais avec les pouvoirs de contrôle du Parlement qui soient renforcés afin qu'ils puissent convoquer les ministres, poser les questions, les directeurs généraux, les présidents directeurs généraux, n'importe quelle situation, saisir un Sénégalais, si le Parlement veut l'entendre, qu'il l'entende sur les questions de fond. Mais de là à dire, à partir de ce moment-là, si on doit instaurer, c'est mon point de vue, un régime parlementaire au Sénégal, autant supprimer l'élection présidentielle. Ouais, parce qu'il faut renoncer à l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Oui, effectivement, à partir de ce moment-là, ce sera un président, excusez-moi du terme, godillot, qui sera là, qui n'a aucun pouvoir, qui est là, ce sera tout simplement un président, comme on dit dans les associations, un président d'honneur. Et cela, faut-il gaspiller des milliards pour cela? Quand on élit un président, c'est à la base d'un programme. Quand on élit un président, c'est pour une vision. Quand on élit un président, c'est pour qu'il s'entoure d'une équipe qui exécute la vision du président de la République. Évidemment, dans le cas du Sénégal, on peut dire que le pouvoir présidentiel que le pouvoir est hyper présidentialisé. Ça, je peux le comprendre, parce que la Constitution de 2001 est là. Bon, comme vous le savez, comme tout le monde le sait au Sénégal et au sein de mon parti même, tout le monde sait que moi j'ai voté contre cette constitution-là. Parce que dès lors que le président de la République détermine la politique de la nation et qu'il veille à son application par le Premier ministre, à partir de ce moment-là, les pouvoirs du Parlement peuvent être vus comme étant amoindris. Alors sur ce plan-là, moi je dis tout simplement, je maintiens ma position par rapport au régime parlementaire. Je suis très réticent, pour ne pas dire que je suis contre. Je suis pour l'équilibre des pouvoirs, entre le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Bon, revenons sur la situation à la coordination PS de France. On a le sentiment que tout le monde est chef chez vous. Non, tout le monde n'est pas chef. On a un coordinateur qui est là, qui a une mission bien déterminée et bien précise dans le temps. Mais ça n'a jamais été respecté, hein, ce temps-là. Je suis tout à fait d'accord. Mais vous savez, quand on est dans un parti politique, il y a une conduite à avoir, une attitude à adopter. Ouais. Un parti politique, c'est certes des hommes, mais c'est aussi des textes. Nous avons des statuts, nous avons un règlement intérieur, nous avons d'autres dispositions qui prévoient le fonctionnement du parti. Quand on veut transgresser ces textes, on ne peut pas faire un travail démocratique sérieux. À un moment donné, parce que le cursus aussi, il faut le voir. Le président qui était à la tête de l'amicale, c'était Amadou Sy. Moi, j'en suis le secrétaire général. Il a été élu, il a nommé son équipe. Les 75% de l'équipe ont
transhumés. Nous sommes fragilisés. Pour aller chez Robert Sagna. Pour aller d'abord au PDS, et ensuite chez Soutou Touré, et après chez Robert Sagna. Et il y a eu des retours aussi. Hein. Il y a des retours que nous avons enregistrés avec beaucoup de satisfaction, parce que ce qui prouve que ce sont des camarades qui, à un moment donné, ont senti le besoin d'avoir un changement à l'intérieur du parti. Parce que le Parti socialiste était resté très longtemps sans aller au Congrès, sans se réunir véritablement pour définir d'autres missions, pour se donner d'autres missions et offrir des offres politiques réelles, réalisables et réalistes au peuple sénégalais. Mais peut-être que c'est le même mal qui guette la coordination PS en France. Non, actuellement, dans les textes du parti, l'on a privilégié, comment dirais-je, la recherche du consensus. Et un parti politique ne peut pas se renouveler du sommet vers le bas. Un parti politique se renouvelle de façon pyramidale. C'est-à-dire qu'au sein du Parti socialiste, nous avons nos comités. Allez dans n'importe quel hameau au Sénégal, vous trouverez un comité du Parti socialiste. Ce comité est dans une autre structure qui peut être la section, qui peut être la sous-section, qui peut être la coordination départementale, la coordination régionale, la coordination au niveau du bureau politique. Donc, on renouvelle les sections qui envoient leurs délégués le jour J pour désigner le secrétaire général. Alors, pendant toutes ces années, avec des gens qui étaient venus avec d'autres intentions, et ils ont voulu que les renouvellements se passent au niveau de Paris. Ce n'est pas une élection présidentielle, où chaque militant, où chaque Sénégalais se lève pour aller dans l'urne mettre sa carte. Non, là, ce sont les délégués, compte tenu de la force de chaque comité, de chaque section, de chaque sous-section, qui désignent, qui se réunissent en assemblée générale pour élire ou désigner le secrétaire général. Donc vous pensez que ces gens qui veulent des renouvellements se trompent, peut-être qu'ils ne connaissent pas les textes du parti? Beaucoup ignoraient les textes. Ah, maintenant ça va. Maintenant ça va, parce que tout simplement, moi j'ai toujours dit qu'il faut être légaliste. La légitimité sans la légalité n'a aucune valeur. Comme la légalité sans la légitimité non plus n'a pas de valeur. Il faut qu'on sache que le Parti socialiste appartient à ses militants. Qu'ils soient à Paris ou qu'ils soient au fin fond des Vosges ou des Pyrénées. Ce sont ces militants-là qui ont les mêmes droits et qui ont les mêmes devoirs, qui doivent participer à la mise en place des organes dirigeants. Alors, pendant toutes ces années, les gens ont voulu torpiller cette procédure, mais je crois qu'ils s'étaient trompés, parce que je ne laisserai pas des choses illégales se passer à l'intérieur de mon parti. Si je ne respecte pas les statuts de mon parti, si je ne respecte pas le règlement intérieur de mon parti, mais autant aller du côté de Abdoulaye Wade qui piétine la Constitution. Hein? C'est le minimum. Mais bon, il y a cette partie-là, mais il y a ce qui est important, et c'est ce qui fait la force du Parti socialiste, c'est que sa capacité de rechercher et de trouver le consensus. Et je vous assure que les trois candidats, dont moi, mes camarades Dorossi, Moustapha Konaté, nous sommes en train de chercher une issue consensuelle. Et nous allons y arriver. Nous ne voyons pas le Parti socialiste se battre sur le terrain pour massifier le parti. Est-ce que tout cela n'est pas dû à cette situation qui fragilise un tout petit peu la cohésion au sein de votre coordination? Non. Il n'y a pas qu'une quinzaine de jours, nous avons été installés la section de Marseille. Il n'y a pas qu'un jour. Et notre camarade Lamine Diakhaté et d'autres comme Aminata Diouf sont en train de faire un travail extraordinaire. À l'Est, nous sommes attendus. Nous sommes attendus également dans les foyers. Aujourd'hui, tout le monde va dans les foyers. Hein? Non, on laisse en installant nos sections. Ça a été à Pantin, ça va être Gergovie, ça va être ailleurs. Ça a été à Blois-Biancourt. Les cartes se vendent et on installe. Dès l'instant que nous avons 20 camarades dans une localité, nous sommes prêts à nous déplacer pour aller
procéder à l'installation comme comité. Oui, vous faites ce travail, mais nous sommes sur le terrain, nous constatons qu'à chaque fois qu'il y a manifestation, l'APR qui vient de naître, un parti bébé, mais mobilise plus que vous. Évidemment, l'APR, il faudrait que les gens, je l'ai dit au sein de mon parti, il faudra compter avec l'APR. Il faudra compter avec Macky Sall. C'est un jeune parti, mais ils ont une stratégie de proximité au quotidien. Ça, il faut le reconnaître. Qu'on ne me dise pas que c'est un parti de Halpulaar, ce qui est un faux débat, parce que moi, je suis Halpulaar. Et pourtant, je suis soninké. Halpulaar, ça signifie tout simplement un pularophone, celui qui parle pulaar. Je ne suis pas Peul, je ne suis pas Poulo, mais je suis un Halpulaar. Et pourtant, je ne suis pas à l'APR. Non, ils ont une stratégie. Mais quand je vois Macky Sall dans les villages les plus reculés du Sénégal, il me rappelle Léopold Sédar Senghor au moment de la création du BDS. Et je crois qu'il n'y a pas meilleure stratégie que cela. Effectivement, ils sont deux au Sénégal, Ousmane Tanor Dieng, et aussi dans les provinces, dans les campagnes, dans les villages. Et comme tu le sais, ils ont tous les deux été chez moi, à Dembankane, et dans la communauté rurale de Bokladi, où ils ont fait un bon travail. Donc, l'APR est visible, il y a l'enthousiasme qui est là, il y a la jeunesse du parti qui est là, il y a aussi l'aura personnelle de Macky Sall. Il faut le reconnaître. Macky, il faudra que nous continuions avec lui en 2012. Parce que, de mon point de vue, je pense qu'une alternative en 2012 sans Macky Sall sera extrêmement difficile. Vous risquez de vous faire taper sur les doigts là. Ah non, je suis libre de dire ce que je pense. C'est ça aussi le Parti Socialiste, c'est la démocratie. Quand on voit la réalité, il ne faut pas la refuser. Il ne faut pas la refuser. Parce que l'handicap de Macky Sall, c'est la jeunesse de son parti. La force du Parti Socialiste, c'est son implantation. C'est sa force, son organisation, sa méthode de travail. Et aussi, la rigueur dans la réflexion et dans l'action de Ousmane Tanor Dieng, entouré d'une équipe vraiment de combattants, comme Serigne Mbaye Thiam, comme Khalifa Sall, comme Aminata Mbengue Ndiaye. Ce sont des gens qui sont aux côtés et qui ont une culture politique. C'est pourquoi, incontestablement, je le dis et je le répète, le Parti Socialiste est l'épine dorsale de l'opposition sénégalaise. Alors, cela ne veut pas que cette force-là, que cette représentativité-là ne me ferme pas les yeux pour reconnaître la qualité de travail d'opposants que Macky Sall abat avec la PRD. À Paris, je suis sûr que Birahim Kamara pourrait aller à la paire parce qu'il fait souvent l'éloge de Macky Sall. Birahim Kamara est socialiste. Mes convictions socialistes ne sont pas monnayables. Mais je ne vais pas être chauvin. Macky est dans Bello, Macky est dans l'opposition. Il n'a peut-être pas fait partie du Front Civil Sénégal, parce qu'à l'époque la PR n'était pas créée, mais quand on créait le Benno, Macky était là. Il est membre de Benno. Il affiche ces différences, c'est normal. Même au sein du Parti Socialiste, comme je le disais tantôt, les gens sont pour un régime parlementaire. Birahim Kamara et tant d'autres, et pour des pouvoirs équilibrés. Alors que je ne quitte pas le Parti Socialiste pour aller chez Macky. Mais je suis prêt à travailler avec lui pour déboulonner Abdoulaye Wade en 2012. Birahim Kamara, pensez-vous que Ousmane Tanor Dieng serait le meilleur candidat du Parti Socialiste si le Parti Socialiste venait à présenter un candidat, bien sûr? De par sa fonction à la tête du parti, puisque les gens ne veulent pas qu'on parle de candidat naturel, moi je veux parler de candidat présumé. Ousmane Tanor Dieng est un homme d'État. Il est un bon candidat. Il peut être un bon candidat. Il a eu à gérer le parti alors que c'est Abdou Diouf qui en était le président. Depuis 2007, il est élu secrétaire général du Parti Socialiste. Le travail qu'il a fait. Mais il a perdu beaucoup d'élections. Il peut quand même céder sa place il a perdu à d'autres, non? Il s'est présenté à l'élection présidentielle en 2017.
Ouais, en 2007, ouais. Il a perdu, on dit qu'il a perdu. Ouais. Alors que nous disons que nous ne reconnaissons pas les 13% qui ont été affectés. Et l'histoire nous donne raison. Tous les jours, on se rend compte que d'autres voix qui soutenaient que Abdoulaye Wade a gagné haut la main, ce sont ces mêmes personnes qui viennent nous dire que le fichier a été piégé, tripatouillé. Mais à Paris, très sincèrement, le PDS a gagné, ça, on était là. Il n'y a eu aucune contestation. D'ailleurs, on a même salué votre fair play parce que vous avez tous reconnu cette défaite en son temps. Non. Je crois qu'il faut modérer. Moi, Birahim Kamara, je n'ai jamais reconnu la victoire d'Abdoulaye Wade. Pour la simple et bonne raison que le fichier, combien d'étrangers avons-nous compté et qui figuraient sur le fichier électoral, qui figurent encore sur le fichier électoral? Manque de vigilance peut-être de votre part, non? Non. Vous savez, on était à 26 000 inscrits, à peu près 26 000 et quelques voix là-dessus. Le jour de l'élection, on se retrouve avec près de 28 000 sur la liste électorale. Ça veut dire que la liste électorale que nous avions, au moment de la clôture définitive des inscriptions, ce n'est pas avec cette même liste électorale que nous avons voté. Je l'ai toujours dit, ici dans Paris, il y a des coins où les bulletins de naissance sénégalais sont vendus comme des petits pains, ou sont donnés pour des raisons politiciennes. Et ça, je crois que le PDS en est l'acteur principal. On a vu des Bissau-Guinéens, des Mauritaniens, des Gambiens, des Nigérians, des Canadiens venir s'inscrire avec un extrait de naissance. C'est d'où l'ire du Parti Socialiste au moment de la confection de cette liste électorale. Être né au Sénégal ne fait pas de vous un Sénégalais. Hein? Moi, mes enfants sont nés en France, ça ne fait pas d'eux des Français. Si. Ce sont des Sénégalais. Si, ce sont des Français. Non. Non, la loi au Sénégal, qu'est-ce qu'elle dit? La loi de 1963 portant code... Il faut qu'un ascendant soit sénégalais. Il faut qu'un ascendant au premier degré soit né au Sénégal, lui-même au Sénégal. À partir de ce moment-là, on peut avoir la possession d'État de Sénégalais, mais la loi est assez claire, est très claire là-dessus, et sénégalaise, toute personne née au Sénégal, d'un ascendant au premier degré, né lui-même au Sénégal. Voilà ce que dit le code de la nationalité. Mais quand on voit ça, quelqu'un qui vient avec des papiers, il est né dans deux pays différents, le même jour, le même mois, la même année. Et ça, moi, je peux le prouver, c'est sur le net, on l'a mis sur le net, et ça, il y a des centaines et des centaines de cas comme ça. Bon, revenons encore sur la candidature probable de Ousmane Tanor Dieng. Est-ce qu'à part lui, vous voyez une autre personne qui pourrait porter les couleurs du Parti Socialiste? Il y a des centaines de Ousmane Tanor Dieng dans le Parti Socialiste. Peut-être faudrait-il aussi leur donner la chance. Hein? La chance, et chacun a ses chances. Parce que le Parti Socialiste a, dans son fonctionnement, opté pour l'appel à candidature. À chaque fois que nous allons vers une consultation comme la présidentielle, depuis 2007, tout militant, je dis bien tout militant, a le droit de prétendre, de concourir, de compétir pour la candidature, la candidature du parti à l'élection présidentielle. Évidemment, les gens, ils pensent à Khalifa Sall, ils pensent à Aïssata Tall Sall, mais je vous dis qu'il y a d'autres Khalifa Sall, il y a d'autres Aïssata dans les rangs du parti. Il paraît qu'il a un réseau à Paris, hein, Khalifa Sall. Je ne suis pas au courant de ça. Je sais que c'est un militant du Parti Socialiste, qu'il y ait un réseau ici. Je ne suis pas au courant. Même s'il y a un réseau, ça ne me surprendrait pas. J'applaudirais parce que cela prouve que à l'intérieur du Parti Socialiste, la démocratie, elle est là. La démocratie, elle est là. Elle est vivante. Nous la vivons tous les jours. Heureusement que tous les militants socialistes de France ne pensent pas de la même manière ni à la même personne. Ce qui est important, c'est qu'il reste un creuset de démocratie, de discussion, de dialogue, duquel jaillira vraiment la lumière. Khalifa Sall, comme Birahim Kamara, comme Serigne Mbaye Thiam, nous avons tous le droit aujourd'hui, compte tenu du nouveau texte
Et c'est ça qu'il faut rendre hommage à Ousmane Tanor Dieng, qui a accepté et qui a permis l'éclosion de cette démocratie interne. Faisant quoi que chaque militant a le droit de postuler à n'importe quel poste de responsabilité, à n'importe quelle fonction au sein du parti. Mais là, il a d'abord fait le vide autour de lui, hein. Robert Sagna, Moustapha Niasse, Djiboka, ils sont tous partis, me semble-t-il, à cause de Tanor Dieng. Où sont-ils? Djiboka est dans le gouvernement. Hein? Robert Sagna, dans son parti, a des sénateurs qui sont nommés par Abdoulaye Wade. Moustapha Niasse a été le premier ministre d'Abdoulaye Wade. Dieu merci. Dieu lui a ouvert les yeux pour lui dire que son compagnonnage avec Abdoulaye Wade n'ira pas loin parce que c'est deux tempéraments différents, c'est deux styles différents, c'est deux parcours différents, c'est deux conceptions de l'État différentes. Ils sont revenus. Maintenant, que Abdoulaye Makhtar Diop, que Alassane Diallo Ndiaye, Mamadou Diop, ils sont tous où? C'est-à-dire que ce sont des gens qui, à mon avis, n'ont pas d'intime conviction. Ce qui les intéresse, c'est leur posture personnelle, c'est leur statut personnel. Ils n'ont pas de conviction forte, ils n'ont pas cet esprit d'engagement, de sacrifice, cet esprit de culture démocratique. Ce qui les intéresse, c'est tout simplement leur position personnelle dans la hiérarchie étatique. Alors, dire que c'est Tanor qui a fait le vide autour, non, ce sont des gens qui ont montré qu'ils n'étaient au Parti Socialiste que pour leurs propres intérêts. Cela se vérifie. Il y a d'aucuns qui disaient que je serais le dernier mohican du Parti Socialiste. Ils sont partis dans le gouvernement d'Abdou Diouf. Comment je n'arrive pas à comprendre qu'un seul homme, Ousmane Tanor Dieng, puisse chasser du Parti Socialiste des militants qu'il a trouvés à l'intérieur du Parti Socialiste. Parce que Djiboka est né dans le Parti Socialiste. Et tout dépend de la position qu'il occupe. Abdou Diouf est parti. Ousmane Tanor Dieng n'est plus ministre d'État. Quelle position a-t-il? Il est là, il se bat avec ses convictions. Il a trouvé la meilleure stratégie pour s'imposer. Et il a montré qu'il avait la capacité de gérer ce parti-là. Alors, entouré de Khalifa Sall, je vous dis, très bien, Cheikh Abdou Khadir Sissoko et tant d'autres, Ousmane Tanor Dieng est resté. Des gens qui traînent comme on poulet les 40 ans de gestion du Parti Socialiste quand même. Hein. Mais la gestion, les 40 ans du Parti Socialiste, c'est d'abord un état de droit. Oui. Ça, c'est reconnu à travers le monde entier que Léopold Sédar Senghor nous a légué un état de droit fort. Les 40 ans du Parti Socialiste au pouvoir, c'est une politique d'éducation efficace qui a permis aux jeunes Sénégalais de compétir dans les plus grandes écoles du monde. Les 40 ans du Parti Socialiste, c'est une politique de santé démocratisée. Dans les petits villages, il y avait au moins une case de santé. Les médicaments étaient quasi gratuits. Et pourtant, il a été sanctionné en 2000. Évidemment, nous avons été sanctionnés en 2000 pour quelques principales raisons. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'usure du pouvoir. C'est humain. On n'y peut rien. C'est comme ça. Il y a aussi les effets négatifs. Je dis bien les effets négatifs des 20 années d'ajustement structurel. Parce que l'État s'est désengagé, a pratiquement renoncé à ses attributions régaliennes en voulant, avec ce slogan « moins d'État, mieux d'État », donc les Sénégalais n'étaient pas préparés à cela. C'est l'État qui crée les emplois. On veut maintenant que les Sénégalais investissent. C'est une très bonne chose, parce que ce sont les hommes qui créent les richesses. Je suis d'accord, mais dans un cadre bien déterminé. L'État ne doit pas se désengager ni de l'éducation, ni de la défense nationale, ni de l'énergie, ni
de la santé, ce sont des secteurs vitaux qui doivent relever de l'État. Maintenant, le reste, que chacun produise ses idées, les mette en pratique, s'enrichisse, les partage avec le peuple par une politique de solidarité mise en place, je crois que ça, c'est très important. Mais ça ne veut pas dire que nous allons laisser, parce que nous avons même donné l'impression au peuple sénégalais à l'époque, vers les années de 95 jusqu'en 2000, le peuple s'est senti délaissé. S'est senti délaissé par le pouvoir et je crois que ça, il nous a sanctionné et nous l'avons accepté.